Et justement, où en est l'Afrique du Sud sur les questions de couleur, d'apartheid, de réconciliation, mais surtout dans son rapport à Nelson Mandela, à cause de Mandela. C'est la série radiophonique diffusée sur France Culture que nous propose Nicolas Champeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, quand on entend à cause de Mandela, dans le titre, ça interpelle, tant on a le sentiment que Mandela fait l'unanimité. Or, on s'aperçoit que non. C'est ce qui vous a décidé à faire ce podcast, cette série de documentaires. C'est un titre un petit peu délibérément provocateur et un petit peu ambigu parce qu'on peut l'interpréter dans les deux sens. C'est à cause de Mandela, ou plutôt grâce à Mandela, que les Sud-Africains vivent ensemble, qu'ils ont évité le bain de sang il y a 30 ans. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, s'ils sont encore pauvres, si l'écart entre les riches et les pauvres est aussi creusé, même s'il y a des délestages quotidiens 10 ans après sa mort, Mandela est un bouc émissaire tout désigné pour eux, d'où ce titre pour cet inventaire radiophonique. Oui, parce que vous montrez que Mandela est une icône pour les Blancs, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes Noirs le répudient. Pourquoi ? C'est-à-dire que en fait, les Blancs l'adorent, mais les Noirs disent Mandela. C'est pas tous les Noirs. Hein. Non, beaucoup de Noirs disent, mais ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'on est passé d'une Mandela fatigue, parce que c'est vrai que la presse en a fait beaucoup à l'occasion de sa mort, notamment, progressivement à une amertume et parfois à un sentiment de haine dans de nombreux townships où je me suis rendu. Les gens disent il nous a réconciliés, certes, mais la réconciliation, ça ne se mange pas. Ouais. Et moi, je suis encore dans la pauvreté et je vois que finalement, les Blancs ont, eux, de belles voitures et résident dans des villas cossues. Peut-être Mandela leur a-t-il accordé trop de compromis. Ah, de privilèges aussi. Oui. Le platine, l'or, le diamant et les terres fertiles sont toujours entre les mains de ces Sud-Africains blancs. C'est ce qu'on comprend aussi. J'aimerais que l'on me regarde et que l'on m'aime comme les Blancs aiment Mandela, disait la poétesse noire Koleka Putuma. C'est fort, ça, quand même. C'est fort, et elle l'a dit l'année de sa mort, en fait. Et elle fait partie des personnalités avec le romancier Zakes Mda qui ont commencé à avoir un langage assez dur vis-à-vis de Mandela dès 2013. Et c'est vrai que les Blancs, énormément de Blancs, même les racistes, font une exception pour Mandela. Et on a interrogé longuement son assistante personnelle, Zelda Lagrange, qui était raciste lorsqu'elle a commencé à travailler pour Mandela au palais présidentiel. Elle raconte qu'elle s'enfermait dans son bureau quand le président arrivait parce qu'elle avait peur de lui et naturellement avec son charme désarmant. Peur de la revanche que Mandela pouvait avoir en fait. De cet esprit de vengeance. D'une rancune, oui, d'un esprit de vengeance qui était en fait inexistant, et il s'est adressé à elle dans sa langue, l'afrikaner, l'afrikaans, qu'il avait étudié en prison. Et au final, elle est restée sa secrétaire personnelle jusqu'à sa mort en 2013. Mais c'est vrai qu'il y a cette tension. Il y a deux boucs émissaires, Nelson Mandela, et dans les townships, les étrangers du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique. On voit régulièrement des émeutes xénophobes en Afrique du Sud en raison de la réconciliation économique qui, 30 ans après les premières élections non raciales, en fait, n'a jamais véritablement eu lieu, même s'il y a, bien sûr, l'émergence d'une classe moyenne noire en Afrique du Sud. C'est indéniable, mais elle ne touche pas suffisamment de catégories de population, notamment les Noirs. Alors, on l'avait accusé d'avoir mené des politiques néolibérales dictées par le FMI, qui ont fait mal aux plus pauvres. Et ça, c'est ce qui est reproché encore aujourd'hui. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est le président en exercice de la fondation Mandela, Vernon Harris, qui nous le dit. Et ces gens en responsabilité encore aujourd'hui, et même ses proches qu'on a interrogés, ses camarades de lutte,
parle plus librement de Mandela. Et c'est intéressant de voir cette parole qui se libère pour tenter d'examiner les failles. C'est vrai qu'il avait promis la nationalisation des mines. Elle n'a pas eu lieu, notamment quand il est revenu du Forum économique mondial à Davos. Sans doute devait-il aussi être réaliste, mais il espérait pouvoir concilier une politique économique libérale et une redistribution. Et les gens lui reprochent cette naïveté, voire cette vanité. Vous avez aussi un épisode sur la commission Vérité et Réconciliation. A-t-elle réussi à panser les plaies? C'est-à-dire qu'on a un regard... Un examen qui est intéressant. Le recul nous le permet parce que cette commission Vérité et Réconciliation était une formule originale fantastique qui démontrait la sagesse des Sud-Africains, les Noirs, les Blancs, les Indiens, de décider ensemble comment solder les crimes du passé pour écrire la nouvelle page, le nouveau chapitre de l'histoire du pays. C'est tout de même formidable qu'ils y soient arrivés. On passe 1 heure à étudier la Genèse et ensuite 1 heure à revenir sur les audiences. Le problème, Desmond Tutu, donc, qui a dirigé cette commission, le disait lui-même, c'était du unfinished business. Nous n'avons pas terminé le travail parce que il fallait, pour être amnistié, avoir dit toute la vérité, que le crime soit commis dans le contexte du conflit et entre 1960 et 1994. Si ces conditions n'étaient pas réunies, la commission recommandait des poursuites, des mises en examen. Or, elles n'ont jamais eu lieu. Il y a eu des centaines de recommandations de mise en examen qui visaient surtout des Blancs qui travaillaient pour les services de sécurité. Pour la plupart, ils sont encore à l'abri ou ils sont morts. Et pour les familles de victimes que l'on a rencontrées, c'est pas ça le deal. Et c'est véritablement une souffrance pour elles de voir que la justice n'a pas été rendue alors qu'elles ont joué le jeu de la commission Vérité et Réconciliation. Elles ont dit très bien, je vais aller affronter mon bourreau ou le bourreau de mon mari. Mais in fine, le secteur de la justice, le ministère public n'a pas joué le jeu. Alors, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Vraiment, pourquoi un dernier épisode sur l'artiste William Kentridge? Parce que je voulais faire un pas de côté pour illustrer l'énergie créative des artistes sud-africains, mais qui n'est pas totalement un pas de côté parce que son père était l'avocat de Nelson Mandela et donc lui a beaucoup travaillé sur la faillibilité de la mémoire, sur ce qu'il reste de l'apartheid et qui compose encore le paysage et les no man's land autour de Johannesburg et parce qu'il a énormément de talent et c'est l'un des artistes africains le plus coté et respecté du monde. À cause de Mandela, c'est la série donc radiophonique que vous pouvez retrouver sur France Culture. Merci Nicolas Champeau d'être passé dans nos locaux.